Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois aujourd'hui Virginie Resson qui dirige le LEPAC. Le LEPAC, c'est le laboratoire d'études prospectives et cartographiques. Bonjour Virginie, vous publiez un beau livre qui présente l'avenir du monde sous forme de différentes cartes et de très très belles cartes, de très beaux schémas. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce livre publié chez Robert Laffont. Nous, on va s'intéresser à deux objets, si vous voulez bien. D'abord, à la démographie. Donc aujourd'hui, on est quoi, 7 milliards 7 milliards 3, je crois. Voilà, et on annonce quoi en 2050 9,7, pratiquement 10. C'est une hypothèse, en fait, il y a plusieurs scénarios. Alors pour 2050, les variables ne sont pas très fortes. Pour 2100, en revanche, on est sur des évaluations, des variations possibles extrêmement grandes, puisqu'on peut aller atteindre 12 milliards, comme on pourrait redescendre à 8 milliards d'habitants aussi bien. Il suffit de faire varier le taux de fécondité des femmes, le nombre d'enfants par femme, de un quart d'enfants par femme, pour avoir une variation de plusieurs milliards de personnes en 2100. Donc, mais justement, on pensait que la tendance, ce serait justement qu'il y aurait moins de monde sur cette planète. Et on ne sait pas, entre 10 et 12, ce qui est très important quand même, oui, 2 milliards. Non, mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est impossible. Parce que ça dépend donc du comportement, du nombre d'enfants que les gens auront dans 30 ans, dans 40 ans. Et ça varie avec de nombreux facteurs qui sont difficiles à anticiper. Et on voit bien qu'aujourd'hui, autant on s'est trompé pour certains pays, on n'avait pas vu que le taux de fécondité, le nombre d'enfants par femme allait chuter aussi rapidement dans plusieurs pays émergents. Autant dans d'autres pays, on constate qu'il ne baisse pas si vite qu'on le pensait. Et on ne comprend pas forcément pourquoi d'ailleurs. Et c'est ces variations-là qui font que multiplier, quand ça se passe en Inde ou quand ça se passe en Égypte, c'est dans des pays extrêmement peuplés. L'amplitude est importante. Forcément, les phénomènes d'inertie ou d'amplitude sont très importants. Est-ce qu'on est au moins sûr d'une chose, c'est que nos sociétés occidentales vont faire moins d'enfants et qu'il va y avoir beaucoup plus de personnes âgées? Ça, c'est sûr au moins? Ah oui, ça c'est de toute façon, le vieillissement, c'est un phénomène mondial qui va toucher toute la population mondiale d'ici la fin du siècle. Le dernier continent qui sera touché par le phénomène de vieillissement, c'est-à-dire qu'on va attendre encore plusieurs décennies, c'est l'Afrique. Pour le reste, c'est déjà très avancé en Europe, au Japon, assez avancé en Amérique du Nord, très avancé au Canada. Et maintenant, ça touche aujourd'hui la Chine très rapidement, l'Amérique du Sud. Ça touche des pays comme la Tunisie, comme la Thaïlande, des pays émergents. C'est un phénomène qui va très vite et qui s'amorce depuis, on va dire, une dizaine d'années et qui va s'accélérer encore pendant au moins 30 ou 40 ans. Et ça, c'est une vraie rupture démographique. Et d'ailleurs, vous publiez une très belle carte avec des bleus plus ou moins sombres. Et dans cette carte, on voit en effet, c'est très sensible, les plus de 65 ans, c'est plutôt dans cette partie qu'on appelle l'Occident. Il va falloir gérer ça. Est-ce que, d'après vous, ce que vous voyez, on est prêt à gérer ça? Est-ce qu'il y a la conscience de ça? Alors, la conscience, certainement pas. Maintenant, il y a des pays qui sont plus conscients que d'autres, visiblement, puisqu'on voit des politiques d'anticipation et d'autres qui n'en sont même pas au stade du débat. Je prends le cas de la France, c'est un débat extrêmement compliqué. C'est un débat qui n'a pas vraiment lieu, en dehors du thème des retraites, et c'est un débat d'ailleurs qui est bloqué de cette façon-là. Il y a d'autres pays, en particulier dans les pays du nord de l'Europe, où la réflexion est déjà plus engagée. Vous avez des pays comme le Japon qui anticipent énormément, qui sont très avancés dans la réflexion, au prix de s'endetter même, d'augmenter leur budget pour anticiper ce vieillissement. On voit que l'âge de la retraite recule dans de nombreux pays, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne, au Japon, en France aussi, mais dans une moindre mesure. Et donc, oui, les conséquences vont être très importantes sur la solidarité entre les générations, pour la prise en charge médicale, justement, pour les pathologies, l'évolution des pathologies, les maladies, si vous voulez. Ça va être même dans la géographie des villes, puisqu'on voit bien que les personnes plus âgées se concentrent plutôt dans les centres-villes. Et donc, on va avoir une redistribution des logements et donc des équipements. Il y a tout l'enjeu des équipements, des maisons, des rues, parce qu'il faut des bancs, parce qu'il faut des rampes. Vous avez raison. Ce qu'on appelle la silver economy, donc l'économie du troisième âge, c'est vrai qu'on en entend parler depuis très longtemps, depuis le Japon. Ça vient aux États-Unis, mais chez nous, c'est difficile. Mais alors, quid des pays du Sud? Alors ça, c'est un vrai enjeu. D'une certaine manière, j'allais dire, heureusement que l'Afrique, ils ont plus de temps. En revanche, là où c'est très compliqué, c'est dans des pays comme la Chine, qui se sont heureusement aussi enrichis ces dernières années, mais où il n'y a pas encore du tout le filet social, le système de solidarité intergénérationnelle, ce qui fait que le vieillissement a lieu très très vite à cause de la politique de l'enfant unique,
puisqu'on est passé très rapidement de générations nombreuses à des générations très contraintes, avec un enfant par foyer. Résultat, aujourd'hui, si vous y réfléchissez, un couple, il a à prendre en charge son enfant, éventuellement deux, mais enfin c'est assez rare, ses parents, et puis grâce à l'augmentation de l'espérance de vie, ses grands-parents, et donc au total, il doit prendre en charge toute cette communauté, alors que le prix des logements en ville est exorbitant, et donc il y a un vrai problème de prise en charge et donc d'isolement probablement des personnes âgées dans différents pays, et en particulier dans les pays qui ne sont pas prêts finalement socialement pour prendre en charge. Alors moi je me souviens de l'un de vos précédents livres où vous montriez très clairement que la planète ne pouvait pas supporter un mode de vie à l'occidental. Or, avec cette montée démographique, je suppose que cette vision a empiré, non ? Si on prend des scénarios tendanciels en termes énergétiques ou en termes alimentaires en particulier, moi je crois que c'est encore plus préoccupant finalement. On voit que la mutation énergétique elle est en train de se faire. Pas assez vite, pas comme on le voudrait, mais elle est en train de se faire. La mutation alimentaire, elle n'est pas en train encore de s'opérer. Un petit peu en Europe, où on réduit un petit peu sa consommation de viande, mais globalement, elle n'est pas engagée. Ça, c'est une vraie préoccupation, parce que c'est une préoccupation écologique, qui est liée au dérèglement climatique. C'est une préoccupation parce qu'il faut beaucoup de terre pour nourrir la viande. Et donc, prendre de la terre pour la viande, c'est l'enlever pour les céréales. Parce que ça fausse les prix du marché, parce que, en termes de santé, c'est par là il y a aussi bien la résistance aux antibiotiques qui passe par une surconsommation de viande produite industriellement. Ça peut être aussi toutes les maladies cardiovasculaires, parce qu'on prend du poids avec la viande. Donc, il y a énormément... Donc, notre empreinte écologique pèse de plus en plus sur cette petite planète. Absolument. Et c'est en particulier lié à l'augmentation de notre consommation de viande et notre consommation d'énergie. C'est les deux poids, et la consommation d'énergie étant très liée au mode de transport. C'est les trois secteurs où là, il y a une nécessité d'agir vite et de manière très importante pour pouvoir concilier, rééquilibrer cette cohabitation entre les hommes et leur planète. Alors, bonne nouvelle ou pas, l'émergence de l'Afrique, et particulièrement ce que vous montrez très bien avec de très belles cartes, l'émergence des classes moyennes africaines? C'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que des gens sortent de la pauvreté. Donc rien que ça, c'est une excellente nouvelle. La deuxième chose, c'est que... c'est le grand... C'est autant de consommateurs. Oui, mais on s'aperçoit dès aujourd'hui qu'ils ne consomment pas comme le reste du monde. Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est une belle leçon. On s'aperçoit qu'ils consomment plus durable parce que, comme c'est des gens qui sortent à peine de la pauvreté, on ne parle pas de classe moyenne comparable à celle de l'Europe qui surconsomme des produits jetables. Là, on n'est pas du tout dans ce mode de consommation-là. Oui, on parle d'une classe moyenne qui touche entre 2 et 4 dollars par jour, pour 60% à peu près. Pour 60% de la classe moyenne telle que définie par la Banque mondiale. Donc effectivement, c'est des gens qui sortent de la pauvreté, qui pour la première fois de leur existence peuvent penser à autre chose qu'à se nourrir et à se loger le lendemain. Et donc ça, c'est très intéressant parce que déjà, ils peuvent un petit peu se projeter dans un futur, certes un futur proche, mais un futur quand même. Et ensuite, parce qu'on n'est pas sur des modes de consommation... Ils vont faire des sauts qualitatifs. Absolument. En fait. Et on est sur des modes de solidarité, de consommation via des voies de solidarité plutôt que des voies individuelles. Ça, c'est très intéressant. Est-ce que vous montrez quand même qu'il y a le risque, avec toutes ces cartes, d'une occidentalisation de leur mode de vie? Vous en parlez, hein, vous n'êtes pas sûr. Et en effet, cette occidentalisation nous ferait perdre ce qu'ils ont gagné. Absolument. Alors, mais le problème, c'est que l'Afrique, c'est les continents de toutes les surprises. S'il y a un continent où les prospectivistes et les futurologues se plantent, les économistes aussi, c'est l'Afrique. Donc c'est pour ça qu'il faut s'avancer très prudemment. Il faut savoir repérer les signaux. Et un des signaux, c'est la baisse de la dette, par exemple, même si aujourd'hui la dette reprend très vite, malheureusement. Mais c'est la sortie de la pauvreté de dizaines de millions de personnes. Mais en même temps, c'est aussi les inégalités qui augmentent. Donc ça, c'est un facteur d'instabilité. Donc on est dans une zone très instable, mais dont il peut sortir. Et c'est un modèle particulier. Voilà, et c'est ça qu'il faut regarder. C'est pas dire c'est ça qui va se passer, c'est ce qui peut se passer. Et accompagner ce modèle particulier et tout ce qu'il favorise, c'est ça qui est intéressant. Réfléchir à comment est-ce qu'on accompagne, par exemple, avec le téléphone mobile, les changements en Afrique, c'est vraiment très intéressant. Vous remarquez très bien les sauts technologiques de l'Afrique. En revanche, sur la gouvernance, est-ce que là, vous sentez des progrès
D'accord, c'est clair. Vu votre mou. Non, c'est très variable. C'est variable d'un pays à l'autre parce que c'est quand même très difficile de généraliser l'Afrique. C'est un continent. Autant il y a des pays où on voit la démocratie vraiment émerger et d'autres où on peut être très préoccupé, y compris sur le long terme. Je crois que là, on est dans une phase intermédiaire et c'est aux Africains pour le coup de décider. Mais le niveau d'études, l'augmentation du nombre d'étudiants qu'on voit en Afrique est très rapide. Ça, elle est déterminante probablement pour l'avenir de la gouvernance aussi. L'urbanisation va rompre un certain nombre de pratiques traditionnelles. La modernisation des modes de vie peut aussi modifier des habitudes, y compris des habitudes sociales et politiques. Donc là aussi, on a des possibilités de rupture ou en tout cas de transition. Maintenant, c'est loin d'être acquis. La corruption, le problème de la corruption est encore un poids énorme en Afrique. Et tant qu'on n'a pas surmonté ces 2-3 difficultés, qui sont en particulier les problèmes de formation et les problèmes de... aura les problèmes de réfugiés. Et vous avez projeté là-dessus ou pas, non? À partir de l'Afrique, non. On l'avait beaucoup fait à partir des dérèglements climatiques, dans l'ouvrage précédent qui était de 2033. On n'a pas retravaillé cette fois sur l'émigration africaine. Maintenant, c'est une évidence. De toute façon, il n'y a pas besoin d'attendre le futur. On parle du présent. Et la pression démographique sur certains pays est telle qu'effectivement, on peut être inquiet. Soit on accompagne ces pays dans une transition, soit effectivement, on s'impose des flux migratoires extrêmement difficiles à juguler. Dernière question, Virginie Resson. Quand on fait ce livre, ce beau livre, est-ce qu'on en sort pessimiste ou optimiste? Quand on fait le livre, on en sort optimiste. Quand on écoute les nouvelles, ça dépend des jours. Merci beaucoup, Virginie Resson, pour vos réponses. L'entretien est terminé, mais comme d'habitude, vous pouvez le retrouver sur france24.com. Au revoir. Qu'est-ce que tu dis? Ouais, tout à fait. Je l'ai senti. Vous me dites. Merci beaucoup Virginie Resson pour toutes vos réponses. L'invité de l'économie, c'est terminé pour aujourd'hui, mais comme d'habitude, vous pouvez retrouver l'émission sur france24.com. En attendant, restez avec nous car évidemment, l'information continue sur France 24. Au revoir.